Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, un fil rouge sang traverse tous les chiffres qui tombent en cascade. De Bruxelles à Tokyo, de Wall Street à Canberra, du détroit d'Ormuz au salon feutré de New Delhi. Ce fil, c'est la guerre au Moyen-Orient, un séisme géopolitique dont les répliques frappent chaque latitude, chaque marché, chaque portefeuille. La question qui l'assène à l'économie mondiale est impitoyable. Jusqu'où ira ce choc exogène? Combien de semaines avant que la trêve de 5 jours promise par un tweet ne se dissolve dans une nouvelle escalade? Et surtout, qui paiera l'addition finale? Les ménages européens, les traders de Mumbai, les industriels de Tokyo ou bien tout simplement l'Amérique elle-même? Les consommateurs européens, eux, ont déjà voté. Leur confiance s'effondre à son plus bas depuis l'invasion de l'Ukraine, un signal d'alarme que personne n'avait anticipé avec cette violence. Les marchés pétroliers ont hurlé leur verdict. 11% de chute en une séance sur une simple annonce de moratoire. Leur valeur refuge ultime a riposté à contresens. 22% de dégrisement depuis son record historique de janvier. Même Washington commence à fléchir. Les prévisions de récession américaine grimpent à 30%, un niveau qui n'avait pas été entendu depuis des lustres sur les parquets. Et ce n'est pas une correction, c'est une recomposition en direct de l'ordre économique mondial. Un chiffre est tombé hier en provenance de Bruxelles et il en dit beaucoup sur l'état d'esprit des Européens en ce début de printemps. L'indicateur de confiance des consommateurs de la zone euro a plongé à moins 16,3 points en mars, soit son niveau le plus bas depuis octobre 2023. C'est une chute brutale, la plus forte en un seul mois depuis l'invasion de l'Ukraine en mars 2022. Et derrière ce chiffre, il y a un nom, la guerre au Moyen-Orient. En un mois, cet indicateur a perdu 4 points. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal anticipaient, eux, une baisse limitée à moins 14,1 points. Et donc, on est loin du compte. Ce que les marchés n'avaient pas vu venir, c'est l'ampleur du choc psychologique provoqué par les frappes américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février dernier. Comment la guerre au Moyen-Orient se retrouve-t-elle dans le portefeuille des ménages européens? Le circuit est direct. Le conflit fait flamber les prix de l'énergie, ces hausses se répercutent immédiatement sur les factures, le revenu disponible se contracte et les ménages serrent les cordons de la bourse. C'est exactement ce que les économistes de Berenberg chiffrent. Si cette hausse de l'énergie s'installe dans la durée, l'inflation moyenne de la zone euro pourrait remonter à 2,7% cette année contre 1,8% avant la guerre. Presque un point de plus en quelques semaines. Et ce qui complique encore plus la donne, c'est le calendrier. La Banque centrale européenne misait justement sur un rebond de la consommation pour soutenir la croissance en 2026. Or aujourd'hui, ce scénario est fragilisé. En Allemagne, par exemple, l'indicateur ZOO a plongé la semaine dernière. Les instituts IFO et Kiel ont révisé à la baisse leurs prévisions de croissance pour l'Allemagne. La zone euro se retrouve donc coincée entre deux risques qui s'affrontent. Une inflation qui repart d'un côté, une demande qui s'effondre de l'autre. Pour la BCE, c'est précisément le scénario qu'elle voulait éviter. Les prochaines données à surveiller, ce sont les chiffres d'inflation d'avril et les prochaines enquêtes de conjoncture. En tout cas, ce que ce chiffre de mars nous dit déjà, c'est que les consommateurs européens, qui ne s'étaient jamais vraiment remis du choc de 2022, sont à nouveau sur la défensive. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ce choc est-il temporaire ou est-ce qu'il s'installe? Et pour comprendre pourquoi les Européens sont aussi sombres, il faut revenir à ce qui s'est passé hier lundi et à la cacophonie que ça a révélé au cœur du bloc occidental. La séquence diplomatique d'hier, lundi 23 mars 2026, révèle moins un début de négociation qu'une crise de gouvernance de la puissance américaine. Trump a annoncé des pourparlers, Téhéran a démenti, Israël a bombardé en parallèle et Netanyahou a déclaré, je le cite, défendre ses intérêts vitaux dans tout accord. Cette cacophonie entre alliés censément coordonnés expose une fracture profonde au cœur du bloc occidental. Washington et Tel Aviv poursuivent des agendas divergents, l'un cherchant une sortie politique, l'autre une victoire militaire totale. Dans ce contexte, Téhéran a fait un choix stratégique clair, ne jamais valider officiellement des négociations sous pression militaire. En fermant le détroit d'Ormuz, je vous le rappelle, 20% des approvisionnements mondiaux en hydrocarbures, l'Iran dispose d'une arme de destruction économique massive, sans mobiliser un soldat supplémentaire. La médiation
turco-égypto-pakistanaise lui offre une porte de sortie honorable sans négocier directement avec Washington. C'est une posture de résistance sophistiquée et pas d'isolement. Ce qui est plus révélateur encore, c'est que ce soit Ankara, Le Caire et Islamabad et non l'ONU ou les alliés atlantiques qui assurent cette médiation. Cela confirme donc l'émergence d'un bloc de puissance moyenne non aligné qui capitalise sur le désengagement américain, la Turquie consolidant ici sa position de pivot entre l'OTAN et le monde musulman. Au-delà de la crise immédiate, ce conflit accélère 3 reconfigurations profondes. La dédollarisation des échanges énergétiques, la course aux minerais critiques, comme en témoigne encore l'accord UE-Australie signé cette semaine, et l'effritement de la crédibilité de la dissuasion américaine. Si Washington suspend ses frappes sous pression iranienne, quel signal envoie-t-il à Pékin sur Taïwan? Puisque le vrai enjeu des 5 prochains jours n'est pas un accord sur l'Iran, il est de savoir si les États-Unis peuvent encore imposer un agenda à un conflit qu'ils ont déclenché mais ne maîtrisent plus. Cette fracture diplomatique, les marchés l'ont lu en temps réel. Hier, le Brent a décroché de plus de 10% en réponse à un seul tweet de Donald Trump. Les marchés pétroliers ont soufflé hier. Le Brent a chuté de plus de 10,8% à 94,94 $ le baril après avoir frôlé les 112 $ vendredi dernier. Une seule cause, Donald Trump annonçant sur son réseau social Truth Social des discussions productives avec Téhéran et un moratoire de 5 jours sur les frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes. Derrière ce tweet, pourtant, la mécanique est rodée. Deux noms en première ligne, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui négocieraient directement avec Mohamed Ben Ghalibaf, président du Parlement iranien. Même schéma que la guerre commerciale. Ultimatum maximaliste samedi, geste conciliant lundi, négociateur personnel du président en avant-garde. Sauf que cette fois, l'Iran nie catégoriquement tout contact direct ou indirect avec les États-Unis, car la réalité géopolitique est bien plus fracturée qu'un tweet ne peut le suggérer. Des pays arabes jouent les intermédiaires discrets, conscients que la fermeture du détroit d'Ormuz menace leur propre économie autant que celle de l'Occident. Mais tout accord devra traiter simultanément la réouverture du détroit, le stock d'uranium enrichi, les missiles balistiques et le soutien aux proxys régionaux, un agenda colossal que Téhéran refuse de voir emballé dans un grand deal unique. Contrairement aux partenaires commerciaux de la guerre des tarifs, l'Iran ne négocie pas des quotas d'exportation, elle négocie sa survie comme puissance régionale. Il y a davantage. La crédibilité même des négociateurs américains est en cause. Witkoff et Kushner sont perçus par plusieurs capitales comme trop proches d'Israël pour être des intermédiaires neutres. Et moins de 48 heures après leur dernière rencontre à Genève, les États-Unis et Israël relançaient leurs frappes. Dans ce contexte, chaque geste d'apaisement trumpien est immédiatement lu par Téhéran comme une manœuvre tactique et pas comme une ouverture sincère. Les marchés, eux, restent suspendus. Goldman Sachs avertit que 10 semaines de blocage du détroit suffiraient à dépasser le record de 147 $ de 2008, un niveau récessionniste pour l'économie mondiale. Les traders ont cru au tweet lundi, mais ils connaissent désormais le cycle trumpien. Escalade, apaisement, retour à la case départ, bref, 5 jours de trêve, un détroit toujours fermé et un accord qui, structurellement, n'a jamais été aussi loin. Le pétrole n'est pas pourtant le seul actif sous tension. L'or, valeur refuge par excellence, vit lui aussi une semaine historique, mais dans l'autre sens. Après un record historique à 5 594 $ l'once fin janvier, l'or a perdu plus de 22% en quelques semaines. La semaine dernière a été sa pire depuis septembre 2011. Mardi encore, le métal jaune reculait de 1% à 4 336 $, tandis que l'argent lâchait plus de 3% à 66,93 $. La logique de ce repli est claire. Le dollar, en hausse de 0,5% hier et de 3% depuis le début du conflit, renchérit mécaniquement les métaux pour les acheteurs en devises locales. En parallèle, les rendements américains à 10 ans ont grimpé à 4,38%, réduisant de facto l'attrait des actifs sans rendement. Les marchés réévaluent la trajectoire de la Fed. Face à une inflation tenace, les espoirs de baisse de taux s'éloignent. À cela s'ajoute un classique effet de positionnement. Dans les phases de stress, les hedge funds liquident leurs positions gagnantes, dont l'or en hausse de 64% sur un an pour répondre aux appels de marge ailleurs. Ce n'est pas une fuite, mais de la gestion de liquidité. Reste
la question de fond. Le rallye précédent ne tenait pas qu'à l'inflation. Il traduisait une défiance croissante vis-à-vis du dollar, des sites américains abyssaux, fractures géopolitiques, diversification silencieuse des banques centrales émergentes. Et ces catalyseurs, eh bien, ils demeurent. Dès lors, deux lectures s'opposent. Soit une correction saine, lors digérant un rallye exceptionnel avant de reprendre sa marche haussière si le conflit s'enlise et que le billet vert s'affaiblit, soit un vrai retournement si la Fed maintient des taux élevés assez longtemps pour réancrer les anticipations, tandis qu'une accalmie géopolitique dissiperait la demande de valeur refuge. Le support clé, selon les analystes, à surveiller est 4200 $ l'once. Ces mouvements de marché ne restent pas confinés aux salles de trading, ils traversent les frontières et entrent dans les économies réelles. Au Japon, ce matin, un chiffre d'inflation qui ressemble à une bonne nouvelle, mais qui n'en est pas une. En effet, à première vue, au Japon, l'inflation ralentit, mais la guerre au Moyen-Orient rebat les cartes monétaires. En février, l'indice des prix à la consommation hors produits frais a progressé de 1,6% sur un an, soit son rythme le plus faible depuis mars 2022 et bien en deçà des attentes à 1,7%. Un chiffre pourtant trompeur, car derrière ce repli, la désintégration des coûts énergétiques est massivement imputable au rétablissement des subventions sur l'électricité et le gaz, un effet comptable temporaire, mais pas un désancrage de l'inflation. Vous l'avez donc compris. La dynamique sous-jacente reste en effet tenace. L'indicateur excluant également l'énergie ressort à 2,5%, nettement au-dessus de la cible de la Banque du Japon. Les prix des services ont progressé de 1,4% en glissement annuel, signal d'une inflation de demande qui s'ancre progressivement dans l'économie, ce que la BOJ surveille au moins autant que le chiffre global. Le vrai risque est externe. Le pétrole s'affiche encore à 50% au-dessus de ses niveaux d'avant-guerre, propulsant le prix de l'essence japonaise à son plus haut depuis 1990. La forte dépendance du Japon aux importations énergétiques en fait l'une des économies les plus exposées à l'escalade moyenne-orientale. Un yen fragilisé, oscillant autour des 158 yens pour $1, amplifie encore le choc importé. Dans ce contexte, la Bank of Japan se retrouve dans une configuration délicate. Le gouverneur, Ueda, n'exclut pas une hausse des taux en avril, les marchés swap, lui, attribuant 63% de probabilité, mais resserré en plein choc d'offres exogènes revient à freiner une économie déjà fragile qui n'a progressé que de 0,1% en glissement annuel au T4. Côté budgétaire, si le pétrole se maintient autour des 100 $ le baril jusqu'à fin avril, eh bien, l'effet désinflationniste des subventions pourrait s'évaporer dès mai avec un CPI sous-jacent potentiellement de retour à 2,5%. Le gouvernement Takaichi devra alors choisir prolonger des subventions coûteuses dans un pays déjà champion du monde de la dette publique ou laisser l'inflation consumer le pouvoir d'achat qu'elle a promis de défendre. Même logique, autre géographie, en Inde, première économie mondiale en termes de croissance, eh bien, le choc arrive lui aussi par l'énergie, mais il frappe différemment. En effet, en Inde, le PMI décroche et met le miracle de croissance sous pression. Le PMI composite flash indien est tombé à 56,5 points en mars contre 58,9 points en février, soit son plus bas depuis octobre 2022 et bien en deçà du consensus à 59 points. Le signal est donc très net. La première économie mondiale en termes de croissance commence à absorber le choc du conflit au Moyen-Orient. La dissociation interne est frappante. Les nouvelles commandes à l'exportation affichent une hausse record, signe que la compétitivité externe de l'Inde reste intacte, portée notamment par les accords commerciaux récemment signés avec Washington et Bruxelles. Mais la demande intérieure, elle s'effrite avec des nouvelles commandes domestiques progressant à leur rythme le plus lent depuis plus de 3 ans. C'est le consommateur indien qui décroche, pas l'industrie exportatrice. Le vecteur de transmission est clair, l'énergie. Grande importatrice de pétrole, l'Inde subit de plein fouet la flambée des cours. L'inflation des coûts de production frôle ses plus hauts niveaux en 4 ans selon S&P Global et les entreprises répondent en comprimant leurs marges plutôt qu'en répercutant la hausse. Stratégie tenable à court terme mais très dangereuse si le conflit s'enlise. La roupie qui touche des nouveaux records à la baisse, amplifie le choc en renchérissant davantage les importations et en creusant le déficit courant.
La Reserve Bank of India, la banque centrale indienne, elle, se retrouve donc en territoire très inconfortable. Un ralentissement de l'activité plaiderait pour un assouplissement monétaire, mais une inflation en hausse et une devise sous pression l'en dissuadent. Ce policy dilemma, stagflation importée dans une économie émergente, est précisément le scénario que Narendra Modi qualifiait hier de préoccupant devant le Parlement indien. L'Inde reste structurellement en croissance, cependant, un PMI à 56,5 points demeure largement en territoire expansionniste. Mais le différentiel avec le consensus traduit une surprise négative qui pourrait réviser à la baisse les trajectoires de croissance pour l'exercice 2026 si le choc énergétique persiste au-delà du deuxième trimestre. Et pendant que le monde absorbe le choc, certains en profitent pour reconfigurer les alliances. Cette semaine, l'Europe et l'Australie ont signé un accord qui va bien au-delà du libre-échange. L'Union européenne et l'Australie ont donc signé cette semaine à Canberra un accord de libre-échange et un partenariat de sécurité concrétisant une recomposition accélérée des alliances économiques mondiales dans un contexte de désengagement américain. Sur le plan commercial, les chiffres sont significatifs. Suppression de plus de 99% des droits de douane sur les exportations européennes, hausse projetée de 33% des exportations UE vers l'Australie sur 10 ans et une augmentation potentielle des investissements européens de 87%. Pour Bruxelles, l'enjeu dépasse largement les fromages et les vins mousseux. L'accord sécurise l'accès aux matières premières critiques australiennes, lithium, aluminium, manganèse, indispensables à la transition énergétique et à la souveraineté industrielle européenne. Et c'est précisément là que réside la logique stratégique profonde de cet accord. L'Europe construit méthodiquement un filet d'approvisionnement en minéraux critiques, diversifié et ancré dans des démocraties alliées pour s'affranchir de sa dépendance à la Chine. Après l'accord avec l'Inde, l'Indonésie et le Mercosur, l'Australie ajoute une pièce maîtresse à ce puzzle géopolitique. La dimension sécuritaire n'est pas accessoire. La coopération, renforcée en matière de gestion de crise, sécurité maritime et intelligence artificielle, dessine une architecture de partenariat indo-pacifique européen, une ambition longtemps théorique qui prend une urgence nouvelle depuis l'intervention américaine en Iran, menée sans concertation, je vous le rappelle, avec ses alliés. Macroéconomiquement, ces accords en cascade constituent pour l'Union européenne une stratégie de diversification commerciale défensive face aux tarifs de Trump, mais aussi offensive, en repositionnant le bloc européen comme pôle de gravité alternative d'un ordre multilatéral que Washington fragilise. L'accord devra encore être ratifié par le Parlement européen et Canberra. Le calendrier politique sera donc à surveiller et reste une question que Wall Street commence à poser à voix haute. Et si la première victime économique de cette guerre n'était pas l'Europe ni l'Asie, mais les États-Unis eux-mêmes? Et si la vraie victime de la guerre en Iran était la croissance américaine? C'est la question que pose désormais Wall Street. Goldman Sachs vient de relever à 30% la probabilité d'une récession américaine dans les 12 prochains mois, 5 points de plus qu'auparavant. 3 moteurs. La flambée de l'énergie qui érode le pouvoir d'achat, le resserrement des conditions financières liées au conflit et l'essoufflement progressif de la réforme fiscale Trump dont les effets de stimulation s'évaporent. L'économiste en chef de Goldman Sachs, Jan Hatzius, revoit le chômage américain à 4,6% fin 2026. La croissance du PIB au second semestre, eh bien, elle devrait être entre 1,25 et 1,75% annualisé, soit nettement sous la tendance. Goldman Sachs maintient néanmoins 2 baisses de taux de la Fed en septembre et en décembre, un filet de sécurité monétaire, mais pas une assurance tout risque. Goldman Sachs, par ailleurs, n'est pourtant pas le plus pessimiste. EY, Parthénon, monte à 40% de probabilité de récession. Son économiste en chef, Gregory Dayko, prévient si le conflit s'enlise, ces probabilités pourraient grimper rapidement, très rapidement. Il anticipe un Brent à $88 au deuxième trimestre avant un reflux à $72 en fin d'année. Dans son scénario adverse, une inflation américaine proche de 5% et une croissance amputée de plus d'1 point. Tous ne partagent pas ce pessimisme. Pour JP Morgan, un accord partiel sur les détroits suffirait à ramener le Brent sous les $90 d'ici l'été et avec lui l'essentiel de la pression inflationniste. Un scénario qui reste possible à condition que la diplomatie trumpienne produise autre chose qu'un tweet. Le message de fond, lui, ne change pas. Plus le conflit dure, plus la facture s'alourdit et cette fois-ci, eh bien, c'est Washington qui la reçoit.
Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et les investisseurs, regarderont la macroéconomie puisque ce sont les PMI en France, en Allemagne et aux États-Unis qui seront surveillés de très près. Les PMI manufacturiers et services pour la France sont tombés ce matin. Ils sont sortis en hausse par rapport à ce qu'avait modélisé le consensus concernant le PMI manufacturier français pour le mois de mars. Ce sont des estimations à 50,2 points contre 49,4 estimés et 50,1 points retenus pour le mois de février. Concernant le PMI service, toujours pour la France, toujours en première estimation, toujours en estimation, il est ressorti en dessous de ce que le consensus avait modélisé à 48,3 points contre 49,2 estimé par le consensus et 49,6% retenus pour le mois de février. Dans un peu moins de 10 minutes, c'est le PMI manufacturier allemand qui sera publié et à 14h45, c'est aux États-Unis qu'on regardera les estimations du PMI manufacturier et services pour le mois de mars aux États-Unis. Donc, regardons maintenant ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète et en Europe, les bourses européennes ont renversé la vapeur de manière spectaculaire. Elles ont plongé à l'ouverture, anticipant un bain de sang après l'ultimatum de 48 heures lancé par Donald Trump sur le détroit d'Ormuz. Puis, en mi-journée, tout a basculé. Le président américain a annoncé sur Truth Social suspendre 5 jours les frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes, invoquant des conversations, je le cite, très productives avec Téhéran. Le CAC 40, qui avait perdu jusqu'à 2%, a terminé à plus 0,79% à 7726 points. Le DAX allemand a grimpé d'un peu moins de 1%. L'Eurostoxx 50 a pris, lui, 1,18% et le Stoxx 600, 0,63%. La bourse de New York a également fortement rebondi hier. Elle a été dopée, comme les places européennes, par les déclarations de Donald Trump évoquant donc des conversations productives. Ce signal d'espoir intervient après un ultimatum de 48 heures lancé toujours par Donald Trump sur Hormuz. Les indices majeurs ont suivi. Le Dow Jones a gagné 1,38%. En parallèle, le S&P a progressé de 1,15% et le Nasdaq de 1,38%. Pourtant, notez-le, les futurs signalaient un recul avant le tweet dans le sillage des places asiatiques et des places européennes. Mais malgré les démentis iraniens, Wall Street, comme d'habitude, a choisi l'optimisme. Trump tente des discussions. Pour les analystes, un vent d'espoir souffle malgré les contradictions. Enfin, les cours du pétrole ont plongé de plus de 10% hier. Cette dégringolade répond au revirement soudain de Donald Trump qui annonce, vous le savez désormais, de très bonnes discussions avec Téhéran et un moratoire de 5 jours sur les frappes iraniennes. Sur les infrastructures énergétiques iraniennes, malgré le démenti ferme de Téhéran, le Brent s'est effondré de 10,92% à 99,94 $, le WTI de 10,28% à 88,13 $ l'unité. Après 40% de hausse depuis le début de la guerre, le marché liquide sa prime de guerre, 11 millions de barils par jour bloqués à Hormuz. Pour autant, la prudence reste de mise. Ce matin, Israël continue ses frappes. Hormuz reste fermé. Et notez que 40 infrastructures énergétiques ont été détruites, réserves comme infrastructure. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 24 mars 2026 et juste après, une fois n'est pas coutume, nous retrouverons Antoine Quesada qui dans son chronocac va décortiquer les premiers échanges à la Bourse de Paris, nous expliquer dans quelle mesure l'ouverture dans le vert ce matin dans le sillage des places américaines et asiatiques est peut-être de nature à le faire revoir son scénario à court terme. À tout de suite sur T.